Donc, je disais que si vous faites un println sur un objet, il va afficher ce texte. Sur le hashcode, en fait, c'est juste une représentation là, de votre objet. La méthode qui permet de changer ce comportement, c'est la méthode toString. Cette méthode toString est définie dans la classe objet, c'est-à-dire que son implémentation, c'est toujours dans la classe objet, cette classe mère. C'est pourquoi nous ajoutons override. Chaque fois que vous voyez override, ça veut dire que ça provient de la classe, d'une classe mère. Et au cas où il n'y aurait pas extend explicitement dans sur cette classe, il faut automatiquement vous dire que c'est la classe objet avec O majuscule. Donc, comment est-ce que nous devons écrire cette méthode? Cette méthode doit renvoyer une chaîne de caractères. Vous pouvez déclarer vos instants. Vous pouvez utiliser, par exemple, il y a cette fonction-là, comment on appelle ça? En fait, oh, j'ai oublié. Non, c'est... Oh, je crois que c'est déjà... J'ai assez de mots-clés. En fait, c'est juste une type de classe là qui permet de concaténer plusieurs chaînes en utilisant append. Quelqu'un peut-il se rappeler de cette classe? Mais si vous ne vous rappelez pas, on va utiliser les additions pour construire notre chaîne. Si vous partez dans le TP, j'ai déjà donné à quoi doit ressembler cette chaîne de caractères là. C'est pour le cas de la brique qui a été donnée. Donc, je vais aller dans brique. Je vais définir. En fait, ici, on peut également utiliser le clic droit, source. Pour ceux qui sont là, on peut faire clic droit, source, et puis on passe sur toString. Il vous demande de choisir quels sont les attributs que vous souhaitez afficher. Et dans les attributs hérités, est-ce que vous souhaitez également afficher les attributs hérités? Si vous dites oui, OK, ici, il vous demande. OK, voilà, c'est un peu les deux. Ce que je cherchais, les stream builder, les stream buffer, ou bien les stream builder. Les stream builder vont utiliser les append, ou bien les string concatenation. C'est là où vous allez faire plus. Donc, vous pouvez choisir entre est-ce que je souhaite concaténer en utilisant les plus, ou bien je souhaite construire ma chaîne en utilisant les append. Donc, tout peut dépendre de vous. On va utiliser la concaténation, c'est ce qui est plus facile. Et là, vous cliquez sur générer et voilà votre fonction toString qui est générée. Okay. Et je peux sauvegarder cette fonction-là. Vous voyez comment elle me retourne une chaîne de caractères. Pour le cas de la boule, identique, au lieu d'écrire à la main, je peux faire un clic droit, source, et puis toString. Je vais dire, non, je n'ai pas besoin de IEJ. IEJ, c'était des... Et je dis générer. OK, pour juste vous montrer à quoi ressemble les string builder, on va choisir de créer notre toString à partir des string builder. OK. Non, c'est juste... ouais, ici, on utilise les append, et à la fin, on retourne notre build.toString. Alors, si je save ceci et je réexécute le code que j'avais précédemment exécuté, vous allez voir qu'effectivement, mon system.out.println, regardez ce qu'il affiche. Il n'affiche plus cette chaîne de caractères pour décrire ma boule. Mais remarquez qu'il continue toujours à afficher .3D sur la forme d'adresse mémoire et puis tout ça.
il affiche .3 de cette forme tout simplement parce que nous n'avons pas fourni le toString de .3D. Vous voyez qu'on remonte progressivement. Puisque centre de gravité est un objet, il faut également fournir son implémentation de toString. Donc, je peux venir ici et dire, OK. Monsieur, qu'est-ce qui sera alors meilleur d'utiliser les append comme ça ou bien de faire un bloc comme vous avez fait tout à l'heure, genre return, tout ça d'une ligne? En fait, la concaténation ne résout pas ce problème. Même si on faisait la concaténation, on allait toujours avoir cette forme-ci. OK? Donc, il n'y a pas une qui est meilleure par rapport à l'autre. Concaténation, c'est accessible à tout le monde parce que tout le monde peut faire la concaténation des chaînes de caractères. Mais vous avez des classes, string builder, string buffer, qui vous permettent de construire des chaînes de caractères avec des fonctions append. Okay. Mais le builder vous donne aussi d'autres fonctionnalités. OK. Ouais, par exemple, là, vous avez les delete. Par exemple, si vous souhaitez delete plus tard, il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui sont liées à votre objet string builder. Parce que si c'était simplement une chaîne, je ne pourrais pas appeler toutes ces méthodes-là. Donc, c'est une question de présentation tout court. Si vous êtes à l'aise avec les string builders ou bien avec les additions, il n'y a pas de souci. Donc, l'erreur survient à ce niveau parce que là, je suis en train de dire ajoute centre de gravité, mais je n'ai pas dit comment est-ce que centre de gravité sera affiché. Donc, ça n'allait pas changer quelque chose. Il faut absolument fournir l'implémentation de... Donc, pour le cas de point 3D, je vais venir, je génère son toString. Non, ça c'est forme. Je vais aller sur point 3D. Je vais générer le toString de point 3D. Je peux choisir... En fait, il y a le string.format aussi qui permet de formater votre chaîne de caractères, mais en utilisant la syntaxe du C, dans les %S. Donc, si vous êtes habitué à écrire, par exemple, les printf avec %S, %D, et ensuite vous listez les variables, avec un string.format, vous créez cette chaîne de caractères-là. Donc, si je réexécute mon code, là où il y aura le point 3D, il va remplacer ce point 3D par l'appel de cette fonction, vous voyez ici. OK. Donc, dans la fonction main, en aucun cas, je n'ai appelé toString. Vous voyez ici, je n'ai pas appelé toString, mais il sait qu'il doit donner il doit appeler toString. Parce qu'ici, il s'agit de l'affichage de votre chaîne de caractères. Mais pour equals, vous devez appeler equals de façon explicite. C'est-à-dire que je ne peux pas faire égal égal et je m'attends à ce que equals soit appelé. Donc, dans le cas de Java, vous devez appeler de façon explicite votre equals. Mais en C, une fois que j'ai surchargé l'égalité, je peux utiliser égalité. Automatiquement, ça va marcher. Mais en Java, vous êtes obligé d'utiliser equals. Donc, c'est ce que je voulais présenter dans le cas de equals plus toString. Ces deux méthodes, vous allez toujours les retrouver dans les classes que vous écrivez. Parce qu'à un instant donné, vous aurez besoin de tester est-ce que l'étudiant que j'ai en main peut-être correspond. Disons que j'ai deux étudiants, j'ai un étudiant E1 et j'ai E2. Je veux savoir si c'est le même étudiant. OK. Donc, dans votre code, il y aura toujours ce besoin-là. Et du coup, c'est l'une des fonctions que vous écrivez dès le départ dans vos classes. Donc, ça, c'est ce qu'il fallait préciser. La dernière question porte sur un attribut qui permet de compter le nombre de formes instanciées. Donc,
c'est une variable qui est partagée par plusieurs instances de votre classe. En d'autres termes, c'est une variable qui est unique, c'est-à-dire que si je fais un new bool ne doit pas recréer cette variable-là. Si je fais new cylinder ne doit pas recréer cette variable. Parce que rappelez-vous que lorsque nous faisons des new, nous sommes en train de créer des objets, c'est-à-dire que chaque objet aura sa densité, son centre de gravité. Il n'y a pas de partage de mémoire à ce niveau-là. Même si j'ai dit bool B1 c'est 100 et bool B2 c'est 100, cela correspond à deux espaces mémoire tout à fait distincts. Donc, comment créer une variable de telle sorte que si cette variable existait déjà, elle n'est plus recréée, mais le nouveau objet pointe simplement sur cette variable-là. On dit que c'est une variable statique. OK, donc en Java, on utilise le mot-clé statique pour désigner des variables qui n'appartiennent pas à... Qu'est-ce que je veux dire là? C'est-à-dire que ce sont des variables qui sont définies de telle sorte que si elles existent déjà, elles ne sont plus recréées par des appels suivantes. Okay? Donc, ce que nous allons faire, puisque nous souhaitons compter, nous allons aller dans form et nous allons déclarer cette variable-là ici comme étant une variable public static int. Donc, static int. Et nous allons dire nbform. Regardez que nous allons initialiser cette variable-là à 0. Et quand est-ce que nous allons incrémenter cette variable? Nous allons l'incrémenter ici. Lorsque quelqu'un va créer une nouvelle forme, on va incrémenter ici. Ou bien lorsque la personne crée une nouvelle forme en utilisant ce constructeur, ou bien lorsqu'il crée une nouvelle forme en utilisant ce constructeur, ou bien lorsqu'il crée une forme en utilisant ce constructeur. Donc, voici les 4 constructeurs possibles pour la création d'une forme. Et pour chaque constructeur, nous avons incrémenté cette variable. Du coup, tous les objets verront la même variable. Mais ils ne vont pas se partager la même densité. Ils ne se partageront pas le même centre de gravité. Si B1 modifie NBForm, automatiquement B2 verra cette forme, verra la nouvelle valeur de NBForm. Donc, par exemple, ici, je peux faire system.out.println. Je peux dire nombre de formes. C'est pas ceci. Vous voyez que pour accéder à la forme, à cet attribut, je n'ai pas eu besoin d'une instance. Donc, votre attribut est en fait un attribut qui est statique. Après avoir fait 2 fois 2 boules, je peux dire, disons, brique, cylindre, brique est égal à new brick. Après avoir fait tous ces appels, essayons d'afficher combien de formes est-ce que nous avons en tout. Normalement, ça doit nous afficher, je crois que c'est 4, hein? 4 formes en tout. Voilà, exact. Ici, nous avons au départ 0 forme. Mais après création de B1, B2, CP et puis B1, on se retrouve avec 4 formes. Donc ça, c'est des variables qui sont statiques. Ce sont des
variables qui sont partagées par toutes les instances de votre classe. Donc, lorsqu'on va créer des objets, chaque objet ne va pas recréer un emplacement mémoire pour stocker. Il se rendra compte que cet espace mémoire a déjà été créé, est déjà disponible. Il va simplement pointer vers cet espace mémoire-là. Est-ce que c'est clair? Donc, la question ici, c'était d'utiliser le mot-clé statique. Ok, monsieur. OK. Donc, c'est important de savoir à quoi ça sert. Ça peut être utile dans les projets. Et dans la notion de polymorphisme, en fait, ici, au lieu de faire ça, on peut utiliser forme. Ça, c'est pour présenter le polymorphisme. Et je vais dire forme, je vais dire forme, je vais dire ça, c'est une forme, je vais dire ça, c'est une forme. Regardez que tous les quatre sont des formes. OK. Mais vous pouvez avoir un exercice, là, disons peut-être une interface graphique, où vous demandez à une personne de choisir la forme. Après avoir choisi la forme, automatiquement, vous demandez de calculer son poids. Vous n'allez pas dire if forme est égale à B, ainsi de suite. On avait déjà vu ça dans l'introduction. Supposons que je dise, bon, je vais rapidement faire ça. Scanner, c'est pour recevoir la saisie. Qu'est-ce que c'est en train de faire là? OK. Supposons que vous demandez à la personne de choisir entre l'une de ces formes et en fonction du choix, vous allez calculer son volume. Ce qu'on va faire, c'est juste déclarer une forme F qu'on ne va pas instancier, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons demander à l'utilisateur de choisir, par exemple, s'il a choisi 1, s'il a choisi 2, ainsi de suite. C'est en choisissant 1, 2, ainsi de suite qu'on va... Je pense que ça devait marcher. OK, je voulais faire une sélection verticale là. Je crois que ça marche sur JetBrains, par exemple. OK, s'il a choisi, par exemple, 1, ça veut dire qu'on va instancier une boule. S'il a choisi 2, on va plutôt instancier en fait, s'il a choisi 2, on va dire instancier un cube. Le cube, par exemple, de l'arête, on va dire c'est 5. S'il a choisi 3, on va dire c'est un cylindre plein. Et s'il a choisi 4, on va dire que c'est une brique. Donc ça, c'est là où vous créez des instances. Ou dans le cas où il ne choisit rien, par exemple, vous pouvez faire... Bon, là, j'élève juste une exception. Je crois dans le cours de PO2, on verra comment créer une exception. OK. Là, en fait, vous avez un bout de code qui va instancier votre
fonction, votre forme F, et en fonction du choix effectué par l'utilisateur, je vais simplement dire peut-être le poids de la forme. Et je vais dire F point calculer point. En fait, c'est là où la notion de polymorphisme intervient parce que si vous prenez ce code, vous n'avez aucun moyen au niveau de la compilation de savoir quel est le code qui sera exécuté à ce niveau. En fait, calculer point a bien sûr été défini dans F, dans forme, mais calculer point utilise volume qui est écrit un peu partout. C'est lors de l'exécution qu'on saura effectivement que quel calculer volume sera exécuté. Je peux être ici, je vais dire peut-être calculer surface. Okay. Donc, je peux être là, je dis calculer surface. Vous ne pouvez pas dire quelle est la surface qui sera exécutée. Ça, c'est le polymorphisme. C'est donc une liaison dynamique parce que vous avez créé une structure d'héritage. Dans cette structure d'héritage, vous avez des fonctions qui ont été redéfinies par des classes filles. Donc, tout est réuni pour faire du polymorphisme. Si nous étions en programmation procédurale, on n'allait pas avoir calculé surface écrit de cette façon. On allait avoir peut-être, disons, 3 ou 4 variables ici. On va avoir une variable pour bool. On allait avoir une autre variable, peut-être bool. Et ici, on allait dire si c'est 1, on utilisait B. Ensuite, on allait avoir une autre variable pour Q. Et s'il a choisi 2, on va dire C. Et avant l'affichage, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore dire si c'était B, appeler calculer surface, peut-être comme ça, appeler calculer surface de bool et vous passez B. Donc, en fait, la programmation procédurale, c'était terrible à cause de tout ce mélange qu'il fallait faire. Est-ce que vous voyez un peu la différence maintenant entre les deux méthodes de programmation? Monsieur. OK. Donc, là, c'est une présentation assez simplifiée. C'est comme s'il y a des erreurs. OK, B1 n'est pas défini. Voilà, ici, c'est fait un F. Ici également, bon, je crois que je vais devoir mettre ma boule B1. Je crois que l'exercice est fini. Il y a juste il y a un point qu'on a oublié. Bon, les fonctions affichées, vous pouvez écrire ces fonctions affichées. Ces fonctions affichées peuvent simplement appeler les méthodes toString. Peuvent simplement faire des system.out.println. OK. Nous sommes arrivés exactement à la fin de Est-ce que c'est nécessaire quand... Non, ce n'est plus nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire quand on a déjà des toString? Non, non. Justement, c'est plus nécessaire d'écrire le fichier là si vous avez déjà des toString. On va revenir sur les exceptions plus tard. C'est un des chapitres de PO2. Donc, pour le moment, on lève une exception, ça veut dire qu'on signale une erreur, tout simplement.